Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui traite enfin d'un sujet qui me tient mais tellement à cœur et dont je veux vous parler depuis beaucoup trop longtemps, mon voyage aux États-Unis. Oui, c'est fou, c'est complètement fou, c'est un de mes plus grands rêves. Je me sens libérée de pouvoir enfin prononcer ça en caméra. Ça fait hyper longtemps que je vais vous en parler, mais j'ai dû attendre le mardi 9 août pour pouvoir être complètement soulagée de tout stress avant de vous en parler, pour des raisons de story time et de péripéties évidentes que je vais vous raconter évidemment dans certaines vidéos. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve surtout pour toute la partie démarche administrative officielle pour partir aux États-Unis en tant qu'étudiant. Mon objectif, c'est de vous faire une vidéo assez courte dans laquelle je vais vous expliquer de manière plutôt synthétique donc comment réussir à préparer de manière rapide et efficace tous les documents pour partir faire un semestre ou un stage aux États-Unis. C'est parti. Alors l'idée c'est que je vous présente dans une première grande partie toutes les démarches auprès de votre école / université pour partir à l'étranger, du moins comment ça s'est passé pour moi. Et dans un deuxième temps je vais essayer plutôt de vous présenter tout ce qui est démarches administratives plus officielles, c'est-à-dire tout ce qui est demande de visa, passeport, etc. pour partir aux États-Unis. Voilà. Alors pour remettre un petit peu en contexte, donc moi je pars dans le cadre de mon cursus d'école d'ingénieur. On a l'obligation de faire une mobilité d'études de minimum 4 semaines à l'étranger et moi j'ai décidé de faire un semestre complet. Ça fait déjà depuis le début de la première année en fait en école que j'avais envie de faire ce voyage à l'étranger, puisqu'en plus aux États-Unis c'était une destination pour laquelle il y avait des contraintes de notes et donc de classement. Donc c'était quelque chose qui était un peu à prévoir en avance pour éviter, après avoir candidaté, de se rendre compte qu'en fait on ne sera jamais pris parce qu'on n'a pas les bonnes notes ou le bon classement. Donc ça déjà c'est une première chose qui à mettre au point, c'est que si vous voulez préparer un voyage pour une destination qui peut être beaucoup demandée ou qui a un minimum de moyenne requis depuis le post-bac, et ben renseignez-vous et surtout préparez-le dès votre arrivée en fait dans l'école. Comme ça vos classements, quand ils seront regardés lors des différents comités, et ben ils seront tout simplement aptes à vous permettre de partir là où vous voulez partir. Alors dans mon école, on avait à candidater auprès de notre référent pédagogique international qui demande un certain nombre de pièces justificatives. Et avant ces pièces justificatives, en fait, il y a toute une série d'échanges sous forme de petits rendez-vous qu'on prend avec lui. Donc en fait, c'est un de nos professeurs qui, en particulier, avait cette casquette de référent pédagogique international. Et donc on avait des rendez-vous avec lui de manière assez régulière pour discuter justement de ce projet de mobilité internationale. C'est un mot très long à dire. C'est un mot très long à dire, donc je risque de bégayer à chaque fois que je le dis. Mobilité internationale, MI. Et donc pour votre MI, à chaque fois, vous allez discuter avec lui, échanger sur vos objectifs, pourquoi vous voulez aller dans tel pays, dans telle destination, est-ce que vous avez les moyens financiers d'y vivre, est-ce qu'il pense que vous serez sélectionné, quels sont vos vœux. Et donc en fait on avait accès sur notre intranet à une carte sur laquelle se trouvaient les différentes destinations. Donc pour vous en donner quelques-unes, il y avait des destinations au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée, et donc c'était vraiment quand même assez large et diversifié. Mais moi en fait depuis toujours j'avais ce rêve de partir en Amérique du Nord étudier, vraiment j'avais envie de vivre l'expérience de la scolarité et en particulier de la scolarité américaine. J'ai directement candidaté pour faire des vœux à cette université là, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos pour plus d'informations. D'être un peu clair et à la fois assez général pour vous parler de tout, mais c'est vrai que c'est pas évident de se souvenir de tout parfaitement, même si j'ai pris quelques notes. Donc s'il y a des choses qui sont pas claires, comme d'habitude vous n'oubliez pas, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit commentaire, vous me faites un petit message sur Insta, je suis toujours là pour vous répondre. Et comme ça on peut discuter calmement. Donc, ces deux entités, en gros, pour vous mettre un peu dans le contexte, l'école d'ingé et AMU m'ont demandé différents documents que je vais vous présenter immédiatement. Alors dans un premier temps, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils m'ont demandé un CV. C'est tout simplement pour savoir un petit peu si vous avez déjà voyagé, est-ce que vous avez déjà des expériences professionnelles, quels arguments ils peuvent avoir en votre faveur, par exemple le fait que vous ayez fait une expérience avec une entreprise américaine ou le fait que vous ayez pour ambition de travailler là-bas. Ça peut se refléter dans ce genre de document. Et un document qui va de pair avec le CV, c'est la lettre de motivation. Et donc ils nous ont demandé de rédiger une lettre de motivation
pour expliquer justement notre envie et essayer de refléter au mieux voilà, ce projet, l'envie de le réaliser, pourquoi ça nous tenait à cœur, enfin une lettre de motivation, comme son nom l'indique, expliquer nos motivations sur papier pour que les personnes après décident ou non si on est sélectionnable pour ce voyage. Deuxième document primordial pour partir et qui vous demanderont absolument partout si vous voulez aller aux États-Unis, c'est un document qui atteste de votre niveau d'anglais. Donc à minima, il vous faut le TOEIC. TOEIC, c'est un test qui est sur 980 points si je dis pas de bêtises. Je vous remettrai le chiffre exact à l'écran. Et donc c'est un test qu'il faut avoir en poche et il faut avoir votre TOEIC pour partir. Moi j'ai eu le doute aussi en fonction de l'université dans laquelle on allait de la demande du TOEFL, qui est un test un peu plus poussé d'anglais où vous avez à la fois une partie rédaction et expression, là où au TOEIC c'est vraiment une sorte de QCM plutôt et de la compréhension. Seulement, donc il faut absolument que vous prépariez votre TOEIC avant de partir. Moi je l'avais passé en décembre de l'année où je suis rentrée en première année d'école d'ingé. Même si mon voyage était prévu 1 an et demi après, au moins j'étais tranquille. Donc voilà, si vous voulez une vidéo spéciale TOEIC, n'hésitez pas à me le dire à nouveau dans les commentaires et je vous l'expliquerai parce que je peux pas tout vous faire en une vidéo, c'est frustrant, vous voyez à quel point je parle vite je pense, mais dans tous les cas il vous faut absolument ce document qui atteste de votre niveau d'anglais. Donc préparez absolument le TOEIC. Normalement votre école va vous aider à le préparer, vous allez avoir des cours de préparation si nécessaire. Et donc une fois que vous avez ce document, vous êtes paré, vous êtes tranquille. Toujours pour rester dans ce qui est résultats un petit peu et documents qui attestent de votre niveau en blablabla, il nous a été demandé de transformer en PDF tous nos relevés de notes depuis le bac. Le bac étant inclus. Donc tout ça vous le mettez en forme de PDF et eux après lorsqu'ils se rencontrent tous pour à nouveau du coup décider si vous êtes ou non sélectionné pour partir, eh bien ils vont juger de votre niveau en particulier par rapport à vos notes, d'où l'importance de ne pas entacher votre dossier. Si vous voulez favoriser le fait de n'avoir aucun problème pour partir, eh bien, il faut tout simplement que vous ayez les meilleures notes possibles pour vous et le meilleur classement. Et on arrive enfin au dernier document demandé par l'université. C'est un document à nouveau extrêmement important, ils appellent ça un contrat d'études. Comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'un document quand même assez formel qui a pour objectif de, de refléter vos souhaits en termes de cours dans l'université partenaire. Donc ce dernier document, ce contrat d'études, il consiste à faire comprendre à vos profs ou à vos représentants quelle matière vous comptez suivre là-bas. Parce que si vous leur présentez des matières que vous avez déjà suivies ici, ça va pas les intéresser. Si c'est des matières qui n'ont rien à voir, ça va pas les intéresser. Donc vous allez aller sur le site de l'université partenaire. Vous allez taper le nom de votre spécialité. Donc moi par exemple c'est mécanique et énergétique. Évidemment ça serait bien trop beau que votre spécialité existe mot pour mot dans l'université partenaire, donc vous allez devoir un petit peu fouiner, chercher. Et moi en particulier je me suis rendu compte qu'ils avaient 2 diplômes qui étaient préparés en termes d'ingénierie qui se rapprochait beaucoup du mien. Donc il y avait l'ingénierie mécanique et l'ingénierie des énergies. Donc j'ai fait un petit peu un mix en termes de cours qui étaient proposés par ces 2 spécialités et j'ai proposé un contrat d'études qui ensuite a évolué, a été modifié, etc. avant d'être signé. Mais toute cette procédure elle est à nouveau un peu longue à expliquer, elle rentre pas trop dans le cadre de cette vidéo. Mais donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que vous allez fouiner sur le site, essayer de proposer un certain nombre de matières qui va correspondre à un certain nombre de crédits, parce que ce qui intéresse vos profs c'est que quand vous revenez de ce semestre à l'étranger, vous ayez le bon nombre de crédits validés comme en France, puisque vous aurez le bon nombre de crédits équivalents. 30 crédits français c'est environ équivalent à 15 crédits américains. Voilà pour toute la phase des démarches administratives d'un point de vue scolaire. Et ensuite évidemment s'ensuit toute une phase où vous allez un peu patienter pendant quelques semaines, où il va y avoir différents comités, différentes réunions entre les profs, les référents, les représentants de AMU, les représentants de votre école. Ils vont discuter de votre aptitude ou non à partir, de votre capacité ou non de représenter l'école, puisqu'en fait eux ils envoient vraiment un ambassadeur de l'école à l'étranger, donc c'est important pour eux d'envoyer quelqu'un en qui entre guillemets ils ont confiance et qui va représenter l'école de la meilleure des manières. Et il vous envoie, si vous avez été un bon, une super nouvelle en vous disant vous avez été accepté, à vous maintenant de continuer toutes les démarches avec l'université partenaire. Et à nouveau les documents demandés par l'université partenaire ils sont hyper spécifiques, ça dépend de l'université donc je vais pas vous les détailler. Donc voilà pour toute la première phase université. On continue tout de suite avec la partie 2 qui consiste en les démarches officielles, point de vue plutôt visa pour partir aux USA. C'est parti. Ok, donc on en est à l'étape où votre école est super motivée, veut vous envoyer à l'étranger, vous avez été accepté, bonne nouvelle.
L'université partenaire, elle aussi, après avoir étudié votre dossier, vous a accepté. Et là, vous vous dites, ok, plus qu'à préparer toutes les démarches administratives pour partir, comment faire? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Maintenant, je vais tout vous expliquer. Donc, en tant qu'étudiant, pour partir aux États-Unis plus de 90 jours, vous allez avoir besoin d'un visa étudiant. Il y a deux types de visas étudiants qui existent, le visa F1 et le visa J1. Ces deux visas, ils sont pas tellement différents, si ce n'est qu'ils ont des conditions d'application un petit peu spécifiques. Par exemple, il y a un des deux visas avec lequel vous pouvez travailler sur place alors qu'avec l'autre vous ne pouvez pas. Et également en termes de coûts, donc voilà pour les principales différences. Mais ça franchement je vous explique pas plus que ça parce que vous tapez juste différence visa étudiant F1 J1 sur internet et vous trouvez ça en 15 secondes. Donc on va pas perdre plus de temps que ça là-dessus. Comment savoir quel type de visa vous allez devoir faire? Et bien ça tout simplement c'est pas vous qui le décidez, c'est l'université partenaire qui va vous le dire. Lorsque l'université partenaire vous a accepté, celle-ci va vous contacter pour vous envoyer un document officiel qui va être soit un DS 2019, soit un I-20. Donc ces deux types de documents correspondent respectivement au visa J1 et au visa F1. Si vous recevez votre DS 2019 par courrier, ça voudra dire que vous allez faire une demande pour un visa J1. Si vous recevez un I-20 par courrier, ça voudra dire que vous allez devoir faire une demande pour un visa F1. Donc moi ça s'est fait de manière assez simple, j'ai reçu un mail de congratulations pour votre admission à l'université de blablabla, vous avez été admise pour le fall semester et vous allez donc recevoir dans les prochains jours à telle adresse votre DS 2019. Donc moi dès que j'ai reçu ça, j'ai compris qu'il allait falloir que je fasse une demande pour un visa J1. Donc maintenant on arrive à l'étape où vous allez recevoir ce document chez vous. Ce document, il est extrêmement précieux. Vous en aurez besoin pour passer la frontière. À l'heure où je vous filme ça, je ne sais absolument pas comment ça se passe. Je le saurai dans quelques jours mais je ne sais absolument pas comment ça se passe. Donc une fois que vous avez votre document, moi en l'occurrence j'ai eu le DS 2019, donc toute la suite de la vidéo je parlerai comme si vous faites aussi une demande pour le visa J1 parce que c'est celle que je connais le mieux. Donc vous recevez votre DS 2019, vous allez pouvoir passer à la demande concrète d'un rendez-vous de visa. Parce qu'effectivement pour avoir votre visa il va falloir monter à Paris obligatoirement. Vous ne pouvez pas aller dans un consulat même dans votre ville. Moi par exemple j'étais à Marseille pendant mes études, donc j'avais un consulat américain à Marseille mais je pouvais pas y aller. Le seul consulat français, le seul consulat américain en France qui délivre les visas, c'est le consulat de Paris. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Dans tous les cas, il y aura un déplacement à prévoir à Paris, donc ça aussi ce sont des frais à prendre en compte. Pour pouvoir prendre ce rendez-vous de visa, vous devez d'abord réunir tous les documents nécessaires. Un formulaire de demande de visa, qui est le formulaire DS 160. Un autre document qui est extrêmement important et dont vous allez avoir besoin pour la suite, avant le DS 160, ce sont les frais de sévice. C'est un document qui va attester que vous avez réglé 220 $ pour votre demande de visa. Et ces frais de sévice, une fois qu'ils ont été payés, vous allez recevoir par mail ou imprimer directement après, je ne me souviens plus exactement, un document sur lequel se trouve un numéro de sévice. Donc c'est un numéro assez long et sur lequel il est écrit que vous avez payé à telle date la somme de 220 $ dans le but de faire une demande après de visa étudiant. Et ce numéro en fait de sévice, il vous est demandé dans une des dernières parties de votre formulaire DS 160. Ce formulaire va prendre environ 1h30 à être rempli, vous le trouverez sur le site usembassy.gov et il est extrêmement long et chiant à compléter. Voilà, j'ai pas peur de le dire, vous avez besoin de vous souvenir de tous les voyages que vous avez fait dans les 5 dernières années, de si vous avez déjà perdu ou eu un passeport volé, si vos parents ont déjà vécu aux États-Unis, tous les moindres détails de votre vie en termes de généalogie, de voyage, de travail et d'études sont demandés. Et il ne faut pas vous planter là-dessus parce qu'ils étudient vraiment tout dans les moindres détails. À la création du dossier, vous avez un numéro qui commence par 2A et 2 0. Donc double A, double 0 et ensuite une suite de chiffres et de lettres. Et ce numéro de DS 160, c'est lui qui va vous permettre de faire toute la suite de vos démarches. Lorsque vous appelez au téléphone pour avoir des renseignements, etc., il vous demande toujours ces deux informations, le numéro du DS 160 et votre numéro de passeport. Et donc ça, c'est la deuxième condition sine qua non indispensable pour partir. Et si vous avez déjà vu ou quand vous allez voir ma vidéo Storytime, vous comprendrez, c'est d'avoir un passeport valide. Un passeport en termes de validité, ils entendent qui périme
au minimum 6 mois après la fin de votre voyage aux États-Unis. Donc si vous avez un passeport qui est valide même toute la durée de votre séjour et un jour après, c'est pas ok. Les Américains ils s'en foutent. Ils veulent un passeport qui, si vous terminez votre semestre là-bas en décembre, soit valide jusque juin d'après. Une fois que vous avez ça, vous allez avoir besoin d'autres types de documents, comme une photo qui est 5 cm sur 5 cm. Ça, vous pouvez aller dans pas mal de photomatons, ils vous les proposeront toujours. C'est cette photo-là qu'ils mettront sur votre visa. Ce qui se passe, c'est que vous allez aller sur le site, à nouveau usembassy.gov. Vous allez mettre votre numéro de DS-160, expliquer que vous êtes un nouveau demandeur, pardon. Vous allez mettre toutes vos informations, c'est assez simple, hein, vous savez c'est linéaire, vous suivez. Et ensuite vous allez arriver à l'étape où ils vont vous dire qu'il faut sélectionner une date de rendez-vous après avoir payé les frais de visa. Donc dans un premier temps vous payez, vous savez c'est avec plusieurs étapes. Vous suivez sur internet, de toute façon c'est vraiment hyper bien fait quand même. Vous allez arriver sur le site, vous faites tout votre petit tralala, vous posez votre numéro de DS-160, votre nom, votre prénom, votre numéro de passeport, donc les documents primordiaux. Et là vous faites votre demande de rendez-vous de visa, c'est-à-dire le moment où vous allez monter à Paris. Mais vous ne pouvez pas sélectionner une date et ensuite payer. C'est vous payez et ensuite vous allez pouvoir accéder aux dates disponibles. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous allez donc sur ce site, vous faites toute votre demande et vous allez payer les 160 $ de frais de visa. Donc au total, on arrive à 220 $ de frais de sévice plus 160 $ de frais de visa. Ces frais, une fois qu'ils ont été déboursés, même si ça fait un petit peu mal au porte-monnaie, au moins c'est fait et vous êtes débarrassé, si tout se passe bien, des démarches. Et ensuite vous allez donc arriver à une page où vous allez pouvoir sélectionner le jour de votre rendez-vous et l'heure de votre rendez-vous, le lieu étant à nouveau, je le répète, bloqué à Paris dans le 8e au consulat américain. Et une fois que vous avez ça, vous êtes paré, il vous reste plus qu'à aller au rendez-vous pour le visa. Vous allez avoir besoin d'un passeport en cours de validité de plus de 6 mois après la fin de votre séjour, comme je vous l'ai dit, d'une autre pièce d'identité, donc carte nationale d'identité par exemple, du DS-160, d'une photo de 5 cm sur 5 cm, du DS 2019 et si vous êtes un ressortissant étranger résidant en France, d'un titre de séjour. Ça c'est la liste des documents qui est indispensable à fournir. Et lorsque vous allez arriver à votre rendez-vous, ils peuvent ou non vous les demander. Lorsque vous allez faire votre demande de visa, de rendez-vous de visa, vous allez recevoir par mail un certain nombre d'informations comme un document qui s'appelle les instructions. C'est le document sur lequel se trouvent tous les autres documents que vous devez amener avec vous. Et donc voilà, une fois que vous avez tout votre dossier qui est carré, que votre rendez-vous pour le visa a été pris, vous êtes paré. Il ne vous reste plus qu'à préparer un dossier béton en termes vraiment pratique quoi, c'est-à-dire d'avoir concrètement une pochette avec tous les documents qui sont demandés, votre passeport valide, etc. Et de prendre vos petites jambes et d'aller au rendez-vous à Paris pour faire cet entretien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous a aidé. À nouveau, si vous avez la moindre question ou le moindre doute sur quelque chose, n'hésitez pas à me faire un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis là pour vous aider. N'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir à nouveau. C'est la millième fois que je dis ça, ça devient fatigant. Et puis voilà, si vous voulez simplement me soutenir et que vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à me laisser un petit, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.